Bonjour à tous. Désolé pour la petite panne technique, qui est arrivée tout à l'heure. Ça fait dans le thème du chaos engineering donc bonjour à tous. Très content d'être, parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une session intitulée Chaos Engineering ou comment améliorer la résilience, en injectant le chaos. Mais avant de pouvoir commencer, j'aimerais bien vous raconter, une petite histoire de ce qui m'est arrivé un peu sur les mois derniers. Donc, comme on le sait tous, on est dans l'ère post-covid, on va dire. On est tous en télétravail avec, notre beau setup chez nous, donc on passe notre journée au travail et il y a quelques mois un peu, j'étais, voilà, dans une journée avec mes collègues où je travaillais sur mes projets avec mes clients et à la fin de journée, je décide, voilà, d'aller faire un petit moment de détente ou regarder ma série préférée sur Netflix. Donc j'allume ma télé, je vais sur Netflix, ça commence à charger au bout d'un moment et après je reçois le message suivant qui me dit que, voilà, Netflix, il est pas disponible pour le moment. Donc premier réflexe, ce que je fais, c'est que je redémarre bien évidemment ma box et cetera, en espérant que ça va marcher. Ça marche toujours pas. Je me suis dit: «Bon, OK, on va passer une soirée sans Netflix». Quelques mois plus tard, je travaille toujours dans mon setup et cetera. Je me plante comme tout autre, développeur. Donc premier réflexe, je vais sur Stack Overflow. Qu'est-ce qui m'arrive? Je mets stackoverflow.com, ça me sort un service pas disponible avec une erreur 503 et avec une erreur, qui mentionne, Varnish Cache, comme quoi voilà le service n'est pas disponible. Et à ce moment-là où j'ai commencé à dire que alors excusez-moi. C'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à penser en se disant: «Comment ça se fait, en fait, que ces services qui sont utilisés par des, on va dire, millions d'utilisateurs, qui soient pas disponibles alors que, voilà, ça fait le cœur de leur business?» Enfin, j'arrivais pas à accepter cette réalité. Je me disais: «Comment ça se fait que ça peut tomber, que ça peut être indisponible?» Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis rappelé de l'une des conférences du CTO d'Amazon, Werner Vogels, dans la conférence re:Invent qui est organisée tous les ans, qui a dit dans une phrase où il disait: «Everything fails all the time». C'est-à-dire, c'est une réalité, tous les systèmes peuvent tomber à tout moment et c'est une réalité, il faut l'accepter. Et c'est là, en fait, où ça a changé complètement ma vision sur le sujet et notamment pourquoi je fais ce talk aujourd'hui sur le chaos engineering. C'est que des systèmes, ça tombe, ça peut arriver tout le temps, ça peut arriver à tout moment, donc c'est une réalité, il faut l'accepter, mais il faudra juste, voilà, faire en sorte de minimiser ce temps de disponibilité. Je suis consultant cloud et DevOps aujourd'hui chez Hippon Technologies. Voilà, j'interviens et je supporte mes clients sur leurs problématiques cloud, DevOps et sur les sujets SRE, notamment sur des infrastructures, plus AWS, Kubernetes et serverless. Vous pouvez trouver ici mes réseaux sociaux si vous voulez vous abonner. Et avant d'entamer le sujet de chaos engineering, parlons un petit peu de disponibilité. Qu'est-ce que c'est que la disponibilité? Donc souvent, je pense, si vous allez parcourir l'un des services, d'Amazon, par exemple, ou sur un service SaaS, vous allez toujours voir cette notion de disponibilité avec des X9, c'est-à-dire combien de nœuds de disponibilité par le temps. Par exemple, on peut avoir, une disponibilité de 3 nœuds, de 4 nœuds, de 5 nœuds. Si on prend par exemple l'exemple où on a une application qui a une disponibilité de 4 nœuds, qu'est-ce que cela concrètement veut dire? Veut dire que le maximum d'indisponibilité pendant toute une année, il ne peut pas être supérieur à 52 minutes. Le temps maximum d'indisponibilité par mois ne peut pas dépasser 4 minutes. Et ceci dit, par semaine, ça ne peut pas dépasser 1 minute. Et quand on parle de disponibilité en elle-même, il faudrait la définir en termes de métriques, c'est-à-dire quand on parle que notre plateforme elle est disponible, c'est-à-dire par exemple que le service il est up et running. Ça veut dire aussi que les success rates ils dépassent un certain pourcentage qui est 88% ou 89%. Ou par exemple que la latence moyenne de notre application elle dépasse même pas 5 millisecondes.
Donc, il y a plusieurs critères où on pourrait définir qu'est-ce que c'est que la disponibilité. Prenons un petit exemple d'une application web assez simple, qui est définie par une application web avec un service A et un service B. Donc forcément, on pourrait se demander quelle est la disponibilité de cette application. Si on admet par exemple que la disponibilité du service A, c'est 4.9 et la disponibilité du service B, c'est 4.9. La question qui se pose, c'est quelle est la disponibilité de toute l'application? Bon, là, on va dire que c'est facile à imaginer. Ça devrait être 4.9 fois 4.9, donc c'est facile à déduire et à imaginer. Sauf que dans la vraie vie, on est sur des systèmes un peu plus complexes. On peut s'imaginer qu'on a une page web qui dépend d'un service A et d'un service C. Ce service C dépend d'un service legacy qui est connecté à un service D. Ce service A, il est connecté à un service B qui lui-même dépend d'une base de données. On peut se demander la question, quelle est la disponibilité de toute cette application? Et pareil, pour que tous ces microservices puissent communiquer, il y a bien un service DNS derrière. C'est-à-dire, pour se connecter à une base de données, on utilise bien un joli nom DNS. Et du coup, on peut très bien se dire, si ce service DNS-là, il tombe, voilà, qu'est-ce qui se passe à mon application? Et de manière plus globale, on se pose toujours la question de, est-ce que finalement, est-ce que c'est les microservices qui vont résoudre ce problème pour augmenter la disponibilité? Voyons voir à quoi ressemble la carte des microservices chez des services qu'on connaît de type Netflix et Amazon. Et là, vous avez une vue très, très microscopique de tous les microservices qu'ils ont dans leur plateforme. C'est impressionnant le nombre de services. Et quand même, avec ça, ils arrivent à offrir un service de qualité et un niveau de disponibilité qui est assez élevé. Maintenant, on va parler de ce que c'est que le chaos engineering et comment est-ce que quel est le chaos engineering? D'abord, est-ce que sur le chat, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, qui c'est qui a déjà entendu parler du chaos engineering? Vous pouvez juste me dire oui, oui, non. Très bien. Très bien. OK. OK, super. Donc, on a des gens qui ont entendu parler du chaos engineering. OK, très bien. Je vois que tout le monde a déjà entendu parler de la notion. Super. Et est-ce que vous pouvez me dire aussi si vous avez déjà entendu parler de Chaos Monkey? Chaos Monkey, OK, très bien. Donc on va parler de tout ça et on va l'expliquer très en détail. Donc en fait, le chaos engineering, il remonte à 2010. C'est Netflix, ils ont créé cette solution-là, le Chaos Monkey, qui a pour but en fait de tuer des VM de manière aléatoire dans un système donné. Comme vous le savez, Netflix, ils sont sur AWS et du coup, pour améliorer la résilience de leur système, ils ont créé ce Chaos Monkey pour simuler une panne d'une VM et voir après ce qui se passe. Et c'est en fait en 2011 où ils ont créé toute une Simian Army qu'on va voir tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là, en fait, où 2012, ils ont open sourcé cette solution Chaos Monkey. Et c'est à partir de 2014 où ils ont introduit un nouveau rôle qui est un Chaos Engineer dans leur organisation. D'ailleurs, parmi les premières fois où le mot Chaos Engineering est apparu, c'était dans les blogs techniques de Netflix pendant l'année 2014. Et donc là, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est exactement le chaos engineering? Donc, le chaos engineering, selon la définition on va dire du site principlesofchaos.org, c'est une discipline d'expérimentation sur un système pour bâtir une confiance dans un système qui va être dans des conditions similaires à celles de la production. Donc, on parle bien d'une discipline d'expérimentation et dans un système afin de bâtir une confidence et une résilience dans ce système. Donc, OK, on peut se dire que ça c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui n'est pas chaos engineering? Et ça, c'est souvent l'idée qui est perçue par beaucoup de gens. C'est qu'on se dit chaos monkey, ouais, on va faire tomber des VM de manière aléatoire ou on va faire tomber des services de manière aléatoire. Non, c'est le chaos monkey, c'est des expérimentations, c'est des environnements bien maîtrisés et
qui ont bien un objectif d'expérimentation et pas juste casser des systèmes sans avoir un but derrière. Et en fait, quand on parle de casser des systèmes ou bien casser des dépendances d'une application, on peut parler de plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on peut parler de la couche applicative, ou bien on peut parler de la couche de cache, ou bien on peut parler carrément de la base de données, ou on peut parler du réseau qui dépend de cette application, ou bien carrément on peut parler de la couche hardware. Et c'est là, en fait, où Netflix, ils ont pensé à créer toute une Simian Army, qui est un ensemble d'outils, en fait, qui peut intervenir sur chacun des briques dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on a le Chaos Monkey qui va agir sur les VM, qui va aller faire tomber des VM de manière aléatoire. Pareil, le Chaos Gorilla, il va aller intervenir sur des zones de disponibilité. Le Chaos Kong qui va aller simuler l'indisponibilité de toute une région, par exemple, sur AWS. Et on a encore d'autres solutions de type Latency Monkey qui va simuler et rajouter la latence à notre système. Et on a aussi le Security Monkey qui va aller, par exemple, jouer sur les groupes de sécurité pour simuler une faille ou bien simuler une injection dans les règles de groupe de sécurité. Et quand on parle de phase du chaos engineering, c'est tout un process. C'est-à-dire, on commence à partir d'un steady state qui est un système, qui est un état de fonctionnement normal de notre système. Après, on va sur une hypothèse. Après, on va tourner une expérimentation. On va vérifier cette expérimentation et analyser cette expérimentation. Et après, on va partir sur la phase d'amélioration. Je vais expliquer chacune de ces étapes, comme ça on a une idée claire de chacune de ces phases. Donc, en fait, quand on parle de steady state, ça c'est le fonctionnement normal de notre application. Et la définition de cette steady state change d'une application à l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma propre application, je considère qu'elle fonctionne de manière normale quand le pourcentage de requêtes 500, il est au-dessous de 5%. Ou bien, par exemple, j'ai une latence moyenne qui est au-dessous de 500 millisecondes. Ça, pour moi, c'est un état normal de fonctionnement de mon système. OK. Et après, ce qu'on se dit, on commence à poser des hypothèses. C'est-à-dire, on commence à se poser une première hypothèse qui va se dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si mon load balancer ne fonctionne plus? Ou bien, par exemple, si mon Redis a perdu beaucoup de performance et qui est devenu très lent. Ou bien, par exemple, qu'est-ce qui se passe si la VM qui hoste mon application tombe, tout simplement. Ou on peut se dire, qu'est-ce qui se passe en termes de performance si la latence, elle est rajoutée et elle a augmenté de 300 millisecondes. Ou bien, qu'est-ce qui arrive si ma base de données carrément arrête de travailler. Voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a l'une de ces choses qui arrive. Et après ça, on met en place des expérimentations. C'est-à-dire, on va carrément injecter des pannes et on va injecter du chaos exprès. C'est-à-dire, on peut simuler qu'on a des exceptions et des erreurs au niveau applicatif. Ou bien, par exemple, on peut carrément tuer des services et des process au niveau de notre VM. Ou bien, on peut, par exemple, stresser notre VM et nos ressources infrastructure avec la CPU et la mémoire. On peut aussi simuler des latences ou bien des pannes réseau avec des packet loss, ou bien on peut carrément, si on est dans un environnement cloud, simuler l'indisponibilité d'une zone de disponibilité, ou bien carrément simuler l'indisponibilité d'une région. Et donc, après qu'on ait injecté le chaos dans ce système, c'est là en fait où on commence à quantifier les résultats et on se dire, OK, quel est le temps que ça a mis pour détecter que telle panne est arrivée? Ou bien quel est le temps que ça a consommé entre l'injection de la panne et recevoir la première notification? Et bien évidemment, vous devez avoir bien un système d'alerting dans votre application, parce que si c'est votre client qui vous appelle pour vous dire que le système ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Ou bien, quel est le temps pour qu'on reçoive une notification publique, ou bien
quel est le temps que ça a mis pour que, si vous avez un système de self-healing dans votre application, quel est le temps que ça a mis pour que ça se remette en place? Ou bien quel est le temps, voilà, que ça a mis pour que le système redevienne stable? Donc en fait, tous ces résultats-là, il faudrait les quantifier pour aller sur une phase de post-moderne et analyser qu'est-ce qui s'est passé exactement. Là, on est vraiment dans une sorte d'analyse d'expérimentation, pour se poser les bonnes questions, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'impact sur nos utilisateurs, quelles sont les datas, les métriques et les graphes d'observabilité qu'on a pu collecter, et quelles sont les leçons qu'on a apprises de tout ça, pour qu'on puisse exactement. Et après, quelles sont les actions correctives qu'on a pu mener pour corriger ces failles et améliorer la résilience de notre système. Et c'est là, en fait, où vient la phase d'amélioration, pour améliorer notre système suivant les métriques qu'on a pu observer et suivant les résultats d'expérimentation qu'on a eus. C'est-à-dire, on peut très bien se dire, est-ce qu'au final, on collecte les bons métriques, ou bien est-ce qu'il y a des métriques clés auxquelles on n'a pas pensé, qu'on n'a pas pu récupérer. Donc, tout ça, en fait, c'est des questions qui peuvent se poser afin d'améliorer la résilience de notre système et améliorer sa performance. Donc, vous allez forcément me dire, OK, tout ça, c'est cool, mais comment est-ce qu'on peut faire du chaos engineering aujourd'hui? On a plusieurs outils. Donc, comme je parlais tout à l'heure, vous avez le Chaos Monkey ou bien la Simian Army qui sont sur GitHub. D'ailleurs, la Simian Army, c'est un projet qui est archivé au jour d'aujourd'hui, mais le Chaos Monkey, il est toujours actif. Donc, vous pouvez très bien, si vous êtes sur un environnement AWS, vous pouvez l'utiliser et vous vous amusez avec. Si vous voulez partir sur quelque chose qui est plus, on va dire, multiplateforme, vous avez l'outil Chaos Toolkit un peu qui supporte un peu tous les cloud providers de type Kubernetes, Cloud Foundry, GCP, AWS, et qui est écrit en Python. Il est super sympa d'ailleurs à utiliser. Si vous êtes plutôt si vous voulez juste faire du chaos engineering sur du pur container, vous pouvez aller par exemple sur une solution qui s'appelle Pumba. Moi, personnellement, j'ai utilisé ça sur mon projet et c'est assez sympa si vous voulez faire vraiment des expérimentations des premières expérimentations très basiques. Et vous avez également des outils qui sont vraiment dédiés pour Kubernetes de type Chaos Mesh, Litmus Chaos ou Chaos Toolkit, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est multi-provider. Et sachant qu'avec des commandes Linux, on peut vraiment faire des expérimentations simples, c'est-à-dire avec juste des simples commandes Linux comme vous regardez. On peut par exemple stresser avec de la CPU, de la mémoire, on peut simuler carrément des petits DDoS sur notre application et on peut carrément ajouter de la latence à notre application via des commandes Linux. Ok, on va passer à une petite démo. Et donc, ce que je vous ai préparé, c'est une petite application toute simple de type microservice. Donc, j'ai en place un cluster EKS sur Kubernetes où je vais vous montrer l'outil Litmus Chaos. Et en fait, j'ai ce microservice, en fait qui est, voilà, on va dire une plateforme e-commerce de chaussettes. Donc, vous avez un front-end, un service qui s'occupe de toute la partie carte, un autre service de catalogue, un autre microservice qui s'occupe de la partie paiement et un autre service qui s'occupe de services de commande. Et donc, moi, en fait, l'expérimentation que je vais faire, c'est que je vais juste en fait rajouter, stresser la CPU d'un service et je vais également stresser la mémoire d'un service et je vais voir ce qui se passe. Donc en fait, sur mon expérimentation, ce que j'ai préparé aussi à côté, c'est que j'ai tout un système Grafana qui va me permettre en fait on va dire, de monitorer mon application. Par exemple, là, j'ai des métriques qui me mesurent on va dire les queries, le nombre de queries par seconde, et ici on va mesurer la latence. Donc là, j'ai les deux latences et les deux catalogues de queries par seconde pour mes deux microservices. OK. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter du chaos avec la solution Litmus Chaos. Donc ça se résume à quoi? Ça se résume à déployer deux CRD que j'avais téléchargé de Litmus Chaos, et un qui s'appelle CPU Hog et l'autre qui s'appelle CPU Memory. Et donc, ce que je dis là clairement, c'est que
voilà, pour ce microservice, je veux juste stresser 2 CPU core, je veux les occuper pour ce microservice. Et pour l'autre microservice de commande, je veux occuper une mémoire, je vais stresser une mémoire d'une valeur de 2 gigas. Et c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, je vais juste, en fait, passer, ça se résume à un qctl apply direct où je vais lancer ça pour la mémoire, pour stresser la mémoire. Donc, ça, ressources créées. Et pour le CPU, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un apply à la ressource que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on va attendre quelques secondes et on va voir nos résultats apparaître ici sur ce dashboard de monitoring. En attendant, ce qu'on pourrait regarder, c'est on peut regarder le site de Litmus Chaos. En fait, pourquoi il est assez cool cet outil et qui a d'ailleurs une très grande communauté, c'est que vous avez, si vous êtes, bien évidemment, si vous êtes sur Kubernetes, vous avez tout un ensemble d'expérimentation qui est prêt à l'utilisation. C'est-à-dire, si vous allez sur ici Generix et toutes les expérimentations, vous avez tout un ensemble d'expérimentations que vous pouvez faire, que ce soit sur la partie CPU ou mémoire ou voilà, des choses classiques. Et vous pouvez également faire des expérimentations toutes prêtes si vous êtes sur des environnements Kafka ou bien sûr vous êtes sur, si vous utilisez des solutions de persistance de type OpenEBS ou bien si vous êtes sur des environnements VMware ou CoreDNS. Donc, vous avez vraiment toutes ces expérimentations qui sont prêtes que vous pouvez utiliser directement. Et si ça ne vous va pas, vous pouvez bien évidemment les modifier pour les adapter à votre propre besoin. Et comme je vous ai dit, on a des expérimentations qui sont toutes prêtes à être utilisées comme on supprime un pod, on stresse un CPU, on tue un conteneur. Voilà, c'est vraiment des choses très prêtes à l'utilisation que vous pouvez soit utiliser telles qu'elles sont, soit vous pouvez adapter à votre propre besoin. On va revenir à notre Grafana. Voilà. Là, en fait, j'ai lancé mon expérimentation et donc là, en fait, j'ai une métrique qui permet de m'afficher à partir de quel moment j'ai injecté le chaos. Et là, on peut très bien détecter que voilà, du moment que j'ai commencé à stresser avec la mémoire et la CPU, on voit que la latence moyenne de mon microservice, elle a augmenté, voire même qu'elle a doublé, et que les queries per seconde, ils ont aussi diminué. C'est le même résultat en fait c'est le même résultat que pour le microservice de catalogue. C'est-à-dire que j'ai juste simulé une expérimentation de chaos engineering et avec mon système de monitoring, j'ai pu détecter quel serait l'impact sur mes utilisateurs finaux. Sachant que là, on peut imaginer qu'on est dans un site e-commerce et qu'on est dans du large scale. Donc, on peut imaginer que si, par exemple, la latence est la doublée, c'est sûr qu'elle aura de fortes conséquences sur nos utilisateurs finaux. Et c'est là, en fait, où on va venir et on va se poser les bonnes questions pour dire, ouais, au final, quel est l'impact sur nos utilisateurs finaux? Est-ce qu'on a des erreurs? Quelle est la latence moyenne? Est-ce que ça met 2 secondes afin que charger l'article que nos utilisateurs sont en train de rechercher? Donc voilà, c'est suivant, en fait, ces métriques-clés où on va pouvoir bâtir un système de confiance et amener des actions correctives à notre système. Donc ça, c'était un premier exemple. Si on prend un deuxième exemple, par exemple, qu'on est sur une architecture AWS, et on peut imaginer qu'on a une architecture qui est sur une région avec 3 zones de disponibilité avec un autoscaling group. Donc, comme exemple d'expérimentation, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait juste éliminer une instance et on voit comment notre application elle va réagir, sachant qu'elle doit répondre, mais est-ce qu'elle doit répondre avec les performances voulues ou pas, il va falloir faire l'expérimentation. Et pareil, le temps puisqu'on est sur un autoscaling group, le temps que cette instance, qu'il y a une nouvelle instance qui se remet à nouveau et qui devienne opérationnelle, voilà, quel est le temps entre les performances, quel est le temps pour que cette instance se remette en marche et qu'elle soit en place. Ce qu'on peut faire également comme expérimentation, c'est carrément simuler l'indisponibilité de toute une zone de disponibilité. Et après, on va voir comment est-ce que notre application elle va réagir. Quelles sont les performances impactées, comment notre application elle a été impactée.
Voilà, c'est ce genre de résultats en fait qu'il va falloir collecter pour bâtir un système de confiance. Voilà, ça c'était des exemples en fait, et une démo qu'on a fait tout à l'heure, voilà, pour voir tous ensemble comment est-ce que notre système, il a réagi. Mais je pense que vous l'avez très bien compris. Tout à l'heure, depuis le début, je parlais des métriques, je parlais de système, je parlais de monitoring. Et ça, c'est la conclusion de tout le monde, c'est qu'on ne peut pas faire du chaos engineering sans monitoring. C'est-à-dire, quand j'ai parlé tout à l'heure de steady state, il faudrait qu'on soit capable de prouver quel est le fonctionnement normal de notre système. Il va falloir qu'on ramène des preuves sur quelle est la disponibilité, quelles sont les métriques, quelles sont les métriques business, quelles sont les métriques user, comment est-ce que nos users sont impactés, et avoir des métriques spécifiques et qui sont propres à notre application. Si on est incapable de mesurer ça, on ne peut pas vraiment faire tourner des expérimentations et en tirer des leçons. Donc, c'est super important d'avoir tout un système, non pas de monitoring, mais d'observabilité de notre application. Petite question, à votre avis, quel est le coût moyen admettons qu'on est dans une industrie IT. Selon vous, quel est le coût moyen d'une indisponibilité dans l'industrie IT? Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre en dollars par minute? Combien est-ce que l'on... Oui, voilà, oui, il y a Facebook, on ne parle même pas de milliards de Facebook. Facebook, ça doit être... c'est le top. Mais en moyenne, quel serait le coût moyen en IT d'une indisponibilité par minute? Vous pouvez mettre un chiffre sur le chat juste pour voir quelles seraient vos prévisions. 100K, ok. 100K dollars par minute. D'autres propositions? Oui, ça peut être des estimations, 500K. Je vais vous donner un chiffre qui provient du cabinet Gartner et qui a estimé que le coût moyen d'une indisponibilité dans une industrie IT, il coûte 5600 dollars par minute. Après, ça, c'est en moyenne. Sur des industries de large scale, ça peut aller jusqu'à 100K, jusqu'à 500K, et ça peut aller même jusqu'à des millions, comme ce qu'on a vu sur Facebook cette semaine. Donc, c'est vraiment tout ça pour dire qu'une indisponibilité, ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent à l'entreprise. Et les entreprises, en fait, ils ont introduit des notions de chaos engineering justement pour diminuer ces temps d'indisponibilité, pour éviter de perdre de l'argent. Et on est tous d'accord qu'il y a vraiment aujourd'hui de très forts challenges en termes de chaos engineering et en termes de ce que ça peut présenter dans le domaine. C'est-à-dire que déjà, quand on dit qu'on va mettre des expérimentations dans un système de production, déjà que ça fait peur. Ça fait peur pour dire qu'on va vraiment expérimenter des choses alors que nos users sont dessus. Et en fait, il y a souvent ce qu'il faut accepter, qu'il faut se dire que le chaos engineering, en fait, c'est pas ça qui va rendre votre système robuste. Non. Le chaos engineering, il va juste en fait détecter les failles de votre système, mais c'est à vous de les corriger. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Le chaos engineering aussi, il n'est pas là censé pour remplacer toutes les pratiques de code que vous faites, c'est-à-dire tout ce qui est test unitaire, test d'intégration, toutes vos stratégies de test au niveau de l'organisation et toute l'analyse de la qualité de code et tous les tests de sécurité. Non, c'est pas censé remplacer ça. Le chaos engineering, ça vient compléter ça pour détecter vraiment des failles dans le système et rendre notre système plus résilient et plus robuste. Et ce qu'il faut également accepter, c'est que notre système, il va toujours continuer de tomber. Ça, c'est une réalité et on l'a vu tout à l'heure et on le vit tous les jours. La preuve, c'est Facebook cette semaine, par exemple, où après, on peut dire que ça venait du DNS et des routeurs BGP, mais bon, ça reste une indisponibilité. Quelques mois là, c'était Stack Overflow. Enfin, c'est tout le temps, il y a des systèmes qui tombent et l'objectif, c'est de diminuer ces dizaines d'indisponibilités et de
fournir une meilleure qualité de service à l'utilisateur final. C'est tout ce qui compte. Et souvent, pour commencer, c'est perçu comme difficile. Je suis sûr que là, aujourd'hui, si vous allez chez votre, si vous allez en parler à votre architecte ou à votre, CTO pour lui dire: «Ouais, on va tourner des expérimentations dans notre système de production», c'est sûr que ça va être mal perçu. Ou bien ça va être difficilement accepté dans une organisation qui l'a jamais fait. Et c'est là, en fait, où AWS a introduit le principe de Game Days, où, en fait, ils ont créé toute une des journées, en fait, de serious test ou de simulation dans des environnements de production, où vraiment on est dans une journée où on simule des pannes suivant des thèmes, que ce soit migration, sécurité, et cetera, où on vient avec des équipes et on essaye de faire une sorte de gamification du chaos engineering. C'est-à-dire, on peut prendre une application, on crée des équipes et après, on va voir comment est-ce qu'on va réagir face à une panne. Voilà, dans un environnement très gamifié. Ça permet voilà, d'établir une sorte de communication entre toutes les équipes et pas de dire que voilà, la production, c'est la responsabilité de l'infra, c'est la responsabilité de tout le monde et que toutes les équipes doivent travailler dessus. Ça permet aussi de créer une sorte de cohésion entre les équipes dans la même organisation pour dire que voilà, il faut prendre le courage d'initier ce genre de pratique dans notre organisation et accepter le fait que la production peut tomber et qu'on est capable en fait d'anticiper et de rendre notre système très robuste. Donc si vous avez vraiment l'occasion de participer à un game day, n'hésitez surtout pas, c'est une très belle expérience. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, ça reste un problème très culturel. Le début, il est difficilement accepté. On peut très bien sortir des excuses en disant qu'on n'a pas le temps pour simuler des désastres ou bien on n'a pas le temps de simuler sur la production. Mais ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est commencer à simuler dans un environnement pré-prod ou bien dans un autre environnement à côté isoprod et regardez comment votre système va réagir. Vaut mieux anticiper la panne dans un environnement maîtrisé avant que ça arrive le jour J et on ne sait pas quoi faire. Et les équipes, et on peut également se dire que voilà, il ne faut pas blâmer les gens pour les failures. Comme j'ai dit tout à l'heure, les failures, c'est une affaire de tout le monde et que tout le monde doit travailler ensemble pour minimiser ces indisponibilités et fournir un service de qualité à notre utilisateur final. Voilà, et comme j'ai dit, commencer très rapidement, accepter le fait que, que le système peut tomber et commencer les pratiques de chaos engineering dans un premier temps dans des environnements pré-prod ou isoprod. Comme je vous ai dit tout au début, je m'intéresse à tous les sujets SRE que je fournis d'ailleurs chez mes clients et je suis abonné à une mailing list en fait qui s'appelle SRE Weekly. En fait, ce qu'on peut se rendre compte là-dessus, c'est que en fait, toutes les semaines, il y a des pannes et il y a des indisponibilités dans des services qu'on utilise tous les jours. C'est-à-dire, là, par exemple, ça provient des semaines des solutions, par exemple, de type Fastly, Facebook, Instagram, GitHub, Discord, Reddit, TikTok, YouTube. Voilà, ça, c'est des services qui ont des millions et des millions d'utilisateurs. Et c'est des services qui sont utilisés par tout le monde. Et on peut très bien, mais c'est une réalité et il faut l'accepter. Même ces systèmes-là, ils se rendent indisponibles des fois. Si on regarde tous ensemble, par exemple, ce qui s'est passé sur cette mailing list qui est hebdomadaire, on pourrait voir que, par exemple, il y a toutes les semaines des outages sur des solutions qu'on connaît. On a du Heroku, du Slack, même du Let's Encrypt. C'est que des noms que vous connaissez. Donc, c'est tout à fait normal et c'est des choses, en fait, qui sont très bien maîtrisées, sachant que tous ces services-là, je suis quasi sûr qu'ils ont du chaos engineering, mais quand même, ils ont toujours des outages. Donc, et qui font en sorte, en fait, que ça soit le minimum, qu'il y ait le minimum d'interruptions possible à l'utilisateur final. C'est ça ce qu'il faut garder en compte.
Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, voilà, comme je vous ai dit, vous trouverez ci-joint mes liens vers mes réseaux sociaux. Je suis très actif sur Twitter et sur LinkedIn. Et je suis également preneur de vos questions si vous avez des questions sur le chat. Je suis, je suis là il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Et n'hésitez pas également à me mettre un feedback également sur Open Feedback. Paco vient de vous mettre le lien sur le chat. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mettre des commentaires. Ça me permettra également de m'améliorer pour les sessions à venir. Et merci beaucoup pour votre attention. On avait une petite question de Mohamed qui parlait, donc, est-ce que le Chaos Engineering utilise des outils classiques d'APM? Je pense certainement le Chaos Engineer, peut-être certainement plus au niveau des outils utilisés. Est-ce que Mohamed, tu pourrais nous dire ce que c'est qu'APM, bien si tu peux répondre, Paco? Je pense qu'APM, il parle de tout ce qui est outils comme New Relic, Grafana, des choses comme ça, en fait. Je pense que en fait, c'est vraiment Application, il vient de Application, Analyse, Performance. En fait, c'est vraiment, voilà. on pourrait, oui, après, oui, on utilise en fait ces outils d'analyse de performance, en fait, on les utilise pour monitorer en fait les expérimentations qui sont faites par le Chaos Engineering. Mais vraiment, le Chaos Engineering, il n'est pas vraiment forcément lié aux outils. Comme j'ai dit tout à l'heure, même avec des simples commandes Linux ou avec un outil custom qui va vraiment expérimenter des failles dans notre système, on pourrait utiliser des outils d'APM de type analyse de performance pour monitorer en fait ce qui se passe et en tirer des conclusions sur les performances de notre système. Donc ça, oui, on pourrait l'utiliser effectivement comme New Relic ou AppDynamics ou Dynatrace par exemple, qui est spécialisé dans tout ce qui est monitoring. Oui, effectivement, on pourrait l'utiliser si on arrive à monitorer notre système bien comme il faut. Impeccable. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore quelques minutes. On pourrait en profiter je peux répondre à vos questions. Tu as des recommandations pour faire joujou avec le Chaos Monkey? Oui, alors si je vais par exemple sur c'est super facile à prendre en main. Tout ce qu'il vous suffit d'avoir, c'est alors GitHub. Il vous suffit juste en fait d'avoir un environnement AWS où vous pouvez vraiment l'installer, le télécharger et vous pouvez jouer avec. Sur GitHub, il y a toute la documentation qu'il vous faut pour le prendre en main. Tu peux peut-être mettre le lien dans le chat. Oui, tout à fait. Donc ça vient de, je vous mets le lien sur le chat. Vous pouvez très bien l'utiliser. Comme j'ai dit, il vous faudra juste un environnement AWS et il y a toute la documentation derrière pour pouvoir le faire. Il n'y a pas déjà d'outils en ligne préconçus, c'est vraiment à nous de l'installer. Exactement, oui. Ça s'installe. Oui, oui, il n'y a pas vraiment un outil clé en main pour le faire assez facilement. Bonne question d'ailleurs. Est-ce que c'est AWS? AWS, required or just Kubernetes? Ça dépend. Ça dépend. Si vous avez votre application qui est sur... ça dépend où vous avez hébergé dans votre application. Si par exemple, comme j'ai fait sur la démo, j'ai une application qui est sur un Kubernetes Manager sur AWS, je peux faire tourner des expérimentations qui sont très spécifiques à Kubernetes et je peux faire aussi des expérimentations qui sont liées sur AWS. Donc, tout dépend en fait de où votre application elle est hébergée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des outils pour faire du chaos engineering pour AWS et il y en a aussi d'autres pour faire sur Kubernetes. Recommandations pour monitoring. Alors, moi, j'ai pas vraiment vu beaucoup d'outils. Ça dépend si vous voulez prendre des outils de type SaaS comme Splunk ou bien vous voulez partir sur des solutions
open source de type ELK ou Grafana Prometheus, mais oui, voilà, Prometheus ou autre, oui, mais moi je recommanderais comme j'ai fait dans la démo, Grafana Prometheus Loki, c'est voilà, on va dire que c'est le grand classique pour tout ce qui est monitoring et observabilité. J'ai également eu une question de Marco. Le monitoring doit contrôler l'application en mode props. Est-ce que j'arrive toujours... Le monitoring doit contrôler l'application en mode props. Est-ce que j'arrive toujours à répondre à mes appels API? Donc, si je passe par un API Gateway, déjà ça, comme je dirais Prometheus, oui, oui, effectivement. Surtout avec le nombre d'exporteurs open source que vous avez, donc ça facilite vraiment la vie. Si vous prenez une stack Grafana Prometheus, vous pouvez vraiment monitorer tout ce que vous voulez assez facilement. D'accord, oui. Merci Marco. Encore des questions? Si vous avez des questions, je suis encore disponible sur le chat. Bien sûr, pas de souci. Ouais, bah, du coup, soit dans cette salle ou dans la salle accueil, etc. Pas de souci. Du coup, je pense qu'on va arrêter là. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Hop.